Eh bien, bonjour à tous. Nous entamons avec cette session une série d'interviews. Nous commençons par le volcanologue, assez très connu quand même, qui s'appelle Jacques-Marie Bardinzeff, qu'on accueille. Et c'est donc Louvre Science qui propose cette série d'interviews. Alors, je présente ici à ma gauche, eh bien, on a Mathieu Baudry, moi je m'appelle Pierre Facon, mais la vedette, là, c'est quand même Jacques-Marie Bardinzeff. Et nous avons l'avantage et l'honneur d'être accueillis à l'université de Paris-Saclay. Première partie pour ceux qui, rares, ne te connaissent pas dans le milieu. D'abord te présenter ton parcours. Et d'abord, la première question, c'est comment tu es devenu, quel est le déclic qui t'a conduit à devenir volcanologue? On va dire que j'ai toujours eu une fascination, un intérêt, un amour pour la Terre, pour le monde minéral, les roches, les minéraux, les fossiles. Donc moi, gamin, j'étais grenoblois et avec mes grands-parents, mes parents, on faisait le dimanche des balades autour de Grenoble et il y avait souvent des fossiles à récolter, des minéraux. Donc petit à petit, je me suis mis à récolter et à faire une collection de roches. Mon grand-père, il m'aidait un peu parce qu'il connaissait des coins un peu où il y avait des minéraux à trouver, des calcites, du quartz, des ammonites, des bélémnites. Et donc, je suis devenu passionné de géologie, donc de sciences de la Terre. Je commence à avoir quelques livres, quelques cartes, quelques cartographies. Et donc, à me spécialiser un peu, à commencer à mieux connaître de façon personnelle comme ça. Mais ce qui m'a assez vite, un peu pas gêné, mais interpellé, c'est que dans l'esprit de beaucoup, la géologie, c'est du passé, c'est du vieux. C'est des vieilles roches, des vieux minéraux, des vieux fossiles. Donc forcément, les géologues qui les étudient sont vieux aussi, donc tout est vieux. Tout est vieux. Alors ça, c'est faux, bien sûr. Mais le volcanisme, la volcanologie, c'est la branche de la géologie qui montre justement la furieuse vie de la Terre, montrer que la Terre est actuelle, elle a un passé, un présent, un avenir, c'est pas du passé. Donc nous, les géologues, hommes et femmes, eh ben, on étudie le passé de la Terre, l'histoire de la Terre, pour comprendre le présent et envisager l'avenir. Donc c'est aussi bien les problèmes d'eau, d'énergie, de matières premières, qui c'est de la géologie, donc c'est pas tout du passé, c'est de l'avenir. On est un peu des experts un peu incontournables. Et quand je vais dans des écoles, des petites classes souvent, et que les jeunes me disent mais à quoi ça sert un géologue? C'est gentil, c'est comme question s'ils disent un boulanger, on voit à quoi ça sert. Un garagiste, on voit à quoi ça sert, mais un géologue, à quoi ça sert? Vous savez, dans votre mobile, là-dedans, il y a des tas de terres rares, des éléments rares, du lithium, du gallium, du niobium, du tantal, etc. Ben, qu'est-ce qui les trouve? Ce sont les géologues. Donc, pas de géologue, pas de mobile. Ah, c'est important la géologie, monsieur. Voilà. Donc, je me suis intéressé à la volcanologie et j'ai eu la chance de faire des études en volcanologie, de faire un parcours universitaire et de faire de ma passion mon métier. Et ça, c'est inestimable, ça n'a pas de prix. Et c'est le discours, le message que je transmets aux plus jeunes. Si vous pouvez faire ce que vous aimez, ça n'a pas de prix. Il faut mieux gagner 300 € en moins et faire quelque chose qui nous plaise que 300 en plus et faire quelque chose qu'on n'aime pas. Et je dis que moi, je suis à mon travail, je ne sais jamais si je travaille ou si je travaille pas. Quand je fais une conférence, quand je fais un cours, quand j'écris un article, quand je fais un livre, quand je réponds à des médias ou comme en ce moment, est-ce que je travaille, est-ce que je travaille pas, je n'en sais rien. Donc moi, dans ma vie, je ne fais pas de limite entre ma vie, mon plaisir personnel et puis la géologie, mon travail. Et ça, c'est idéal. C'est inestimable. Voilà. C'est fabuleux. Alors aujourd'hui, comment tu découpes, enfin, quels seraient tes rôles entre recherche, terrain, médiation scientifique? Qu'est-ce que tu embrasses comme rôle aujourd'hui? C'est vrai que j'ai eu une carrière d'enseignant-chercheur à Paris-Saclay, à l'université Paris-Saclay. Donc, mon temps était partagé entre l'enseignement des étudiants grands, qui pouvaient par exemple le CAPES ou l'agrégation, puis également je faisais la recherche. Donc, c'est vrai qu'on avait un métier pluriel, ce qui en faisait une variété qui était intéressante, parce qu'un jour, je faisais de l'enseignement, un jour, j'écrivais un article, un jour, je préparais un programme de recherche. Donc, on alternait. Donc c'était ça l'intérêt. Alors, depuis 4 ans maintenant, je suis professeur émérite. C'est-à-dire, en fait, je suis officiellement retraité, mais j'ai encore un demi-bureau ici, à la faculté de Paris-Saclay, que je partage avec un autre collègue, le professeur émérite. Donc, je fais plus d'enseignement dans le cadre de l'université. Je fais encore des conférences et des interventions dans les médias. Donc, c'est vrai que depuis que je suis professeur émérite, je fais peut-être un peu moins de recherche pure et dure, et j'ai plus de temps pour m'occuper des médias, de faire des conférences aux gens qui souhaitent m'écouter.
écrire des livres, continuer ce que j'aime dans mon domaine. Très bien. Et alors j'ai lu que tu avais fait plus de 100 missions jusque maintenant sur le terrain. Et qu'est-ce qui te motive à en faire à encore découvrir des nouvelles choses? Parce qu'on va en parler. Tu as déjà encore prévu des voyages dans le domaine. Oui, alors c'est vrai que quand je parle de mon métier aux plus jeunes, c'est ce qui les fascine. La chance que j'ai eue de faire plusieurs fois le tour du monde des pays volcaniques, donc avoir vu les 5 continents, d'avoir vu des volcans, des endroits étonnants. Donc je crois que j'en suis à 126 expéditions. Bon, ben, c'est vrai qu'en 40 ans, 3 fois par an, ça fait 120 au bout de 40 ans. Hein. Donc j'ai vu la plupart des régions volcaniques du monde. J'aime bien en voir encore. Alors soit je retourne voir des régions que je connais déjà, ou des nouvelles, mais celles que je connais déjà que je retourne voir, c'est intéressant parce que un volcan, il change. Il change. Le paysage change. Des fois, parfois, on ne reconnaît même plus le paysage. J'arrive un jour, il y a un cratère avec un lac, puis on revient 5 ans plus tard, il n'y a plus de lac, ou l'inverse. Parfois, il y a eu une éruption, un dôme qui est sorti. Donc, c'est vrai qu'il y a certains volcans que je suis allé visiter plusieurs fois, qui sont un peu comme des vieux amis, qu'on va voir de temps en temps, on peut prendre des nouvelles, alors comment ça va l'Etna, comment ça va un tel, bon, puis voilà, on voit ce qui se passe. Donc, c'est vrai qu'il y a des régions où je suis allé très souvent, en Indonésie, en Islande, en Italie, mais c'est toujours, j'apprends toujours quelque chose. C'est rare, c'est pas possible de faire un voyage quelque part sans revenir, ayant appris quelque chose de nouveau, avoir vu quelque chose de nouveau, avoir fait de nouvelles observations. Et de faire savoir en même temps. Exactement. Donc c'est vrai qu'il y a une actualité volcanique de la Terre qui vit au rythme de l'humain. C'est-à-dire en fait, il y a 50 éruptions chaque année, rien que sur les continents. Donc suivre les éruptions, c'est suivre la vie de la Terre, et il y a toujours du nouveau. Alors c'est vrai que j'ai toujours des projets d'expédition à venir. Alors c'est vrai que maintenant que je suis professeur émérite, j'ai plus de temps pour disposer de un peu comme j'ai un peu plus envie, quoi. Je suis plus libre. Donc par exemple là, je vais en novembre prochain. 2026. Novembre 2026, je suis invité par Sciences à Venir à être conférencier pour une croisière qui va faire Nice-Istanbul, en passant par les volcans italiens, du Stromboli, de l'Etna. Donc je ferai des conférences à bord avec un autre collègue, et puis on fera des observations, on contournera l'Italie, la Grèce jusqu'à Istanbul. D'accord. Et comment on peut avoir des informations sur ce voyage? On va sur le site web, c'est croisière Nice-Istanbul, Sciences à Venir. Voilà, c'est avec l'intérêt, c'est que les lecteurs de Sciences à Venir, mais pas que, peuvent partager le quotidien de chercheurs, avoir en prime leurs données, leur avis. Et puis en mai 2027, avec une association qui s'appelle Atlas, qui est sise dans ma ville de Boulogne-Billancourt où j'habite. On organise tous les 2 ans, je suis conseiller scientifique pour un voyage en région volcanique ou géologique. Et donc, on ira en Italie, en Toscane et en Émilie-Romagne, voir des volcans de boue, voir des bains thermaux, voir de la géothermie, donc également vivre au rythme de la Terre en Émilie-Romagne et en Toscane en mai 2027. C'est vrai qu'on pense à l'Italie, on pense aux régions volcaniques, mais pas du tout à la Toscane, alors qu'il y a, c'est une région également. Oui, alors c'est vrai que l'Italie, c'est très volcanique. Alors bien sûr, la Sicile, avec l'Etna, le Vésuve, donc dans le Latium. Mais c'est vrai que en Toscane, il y a des volcans plus anciens. Donc ils sont intéressants parce qu'ils sont en train de se refroidir, mais donc on peut capter plus facilement la géothermie. Parce que quand un volcan est actif, on peut pas capter son énergie parce qu'il détruit tout. Il y en a trop d'un seul coup. Qu'un volcan qui est en train de s'éteindre, vieillissant, eh ben il est moins chaud, mais on peut mieux capter son énergie régulièrement. Donc c'est vrai qu'en Toscane, il y a un endroit qui s'appelle l'Arderello, qui est un peu la Mecque de la volcanologie, de la géothermie. C'est là qu'en 1904, pour la première fois, on a eu de l'électricité d'origine géothermique. Alors maintenant, c'est une centrale qui produit peut-être plusieurs centaines de mégawatts, quoi. Donc c'est une centrale importante, une des grandes centrales du monde, avec la Californie, avec la Nouvelle-Zélande, avec également l'Islande. Et également, c'est intéressant de vivre, voir à quoi ressemble une ville quasiment entièrement gérée par géothermie. Par géothermie. Oui, c'est vrai qu'on a eu juste au mois de mai là une conférence par Benjamin Brigot, qui est un collègue d'ici. Qui est un collègue ici, et notamment il nous a parlé de la géothermie et notamment d'un accident qui avait eu lieu en Russie. Il avait fait de la géothermie sur un volcan actif et ça s'est terminé en catastrophe. Ben voilà, rien n'est simple. Alors c'est vrai que puisqu'on parle de géothermie, en fait, on peut s'élargir. Il y a la géothermie qui est, on va dire, basse énergie qui sert à chauffer. Puis il y a l'énergie haute
la géothermie haute énergie qui permet également de faire de l'électricité, de faire tourner une turbine. Voilà. Donc les deux sont intéressants, mais on ne fait pas les mêmes applications. Voilà. Donc l'idéal, c'est d'avoir les deux. J'aimerais qu'on revienne avec toi sur le métier de volcanologue. Est-ce que aujourd'hui, comment tu qualifierais une journée type d'un volcanologue? Alors, volcanologue, c'est pas vraiment un métier en tant que tel. Moi, quand j'étais enseignant-chercheur, j'étais professeur d'université, spécialisé en volcanologie. Donc, j'alternais l'enseignement et la recherche. Et dans la recherche, j'alternais les missions sur le terrain, les manips en laboratoire, l'écriture d'articles, de livres, des réponses aux médias, de l'administration pour préparer des programmes. Donc, en fait, je n'avais pas de journée type parce que chaque jour était différent. Donc, sur une semaine, il se pouvait voir que le lundi, j'enseignais. Le mardi, j'avais du temps libre, je pouvais avancer un article. Le mercredi, j'avais une réunion pour préparer un programme avec des collègues chercheurs. Donc, c'est vrai que c'est une grande variété, ce qui fait le charme du métier. Donc, il y a de l'imprévu, il y a de bon, c'est pas plan-plan, quoi, hein, mais on fait plein de choses. Alors, comme dire qu'on est à l'étranger sur le terrain, c'est des journées qui comptent double ou triple pour leur intérêt et pour le retour. Et justement, sur le terrain, une fois que tu es face à un volcan actif, alors pareil, alors sur le terrain, après, il y a aussi plusieurs spécialistes. Moi, ma spécialité, c'est ce qu'on appelle la pétrographie, la pétrologie, la minéralogie. Donc moi, j'ai prélevé des roches, des minéraux pour analyse, pour comprendre comment ça se passe sous le volcan, pour connaître le magma par le biais des minéraux et des roches. Donc moi, quand je suis sur le terrain, je prélève des roches, je prélève des minéraux, des cendres. Et par exemple, ma première mission que j'avais faite au Guatemala, justement en 1978, j'en ai fait beaucoup depuis, j'avais passé 5 semaines au Guatemala pour voir 3 volcans. J'avais ramené, c'est le début de ma thèse, 400 kilos de roches. 5 caisses et 80 kilos. Donc, bien sûr, il fallait les ramener. Alors, ils ne sont pas revenus en avion, en voyage de compagnie. Je les ai fait venir en transporteur maritime. Guatemala, Puerto Berrios, Le Havre, Orsay. C'était une aventure. Tout est arrivé entier, intact, et c'était une chance. Et du coup, c'était quoi ta mission la plus dure, plus difficile? Le plus difficile, c'est quand il y a des éruptions en cours, quand il y a des gens en difficulté. Donc, par exemple, justement, en 1979, donc c'est un an après le Guatemala, il y avait une éruption qui avait lieu à la soufrière de Saint-Vincent aux Antilles. Il y a eu une éruption qui avait quand même, il y avait peut-être 15 ou 17 000 personnes évacuées. Il y avait une ville qui avait été recouverte de cendres. Donc, c'est vrai que travailler en contexte éruptif avec de la cendre, avec une éruption qui peut augmenter ou diminuer, et en plus prélever des cendres à chaque fois, c'est un peu compliqué. Donc, c'est vrai. Puis penser qu'il y a des gens qui sont en difficulté, qu'il y a peut-être des risques. Voilà, donc c'est vrai que les missions où il y a des risques pour les gens, c'est plus compliqué. Et justement, comment vous arrivez à concilier la nécessité scientifique d'avoir des échantillons, la sécurité des personnes? Je crois que le bon sens, c'est la sécurité. Aucun échantillon ne méritera de mettre sa vie en danger. Donc bien sûr, on l'a fait malgré nous parce qu'on est pris par le métier, par la passion. Mais c'est vrai que l'intelligence, c'est de savoir dire non, que si le volcan nous dit stop, c'est lui qui a raison. C'est vrai qu'un humain, même un volcanologue face à un volcan, c'est comme en judo, un poids léger contre un poids lourd. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, pour toi, c'est quel volcan le plus dangereux? Je sais pas, un volcan dangereux, il y en a à peu près une centaine qui ont été répertoriés dans les listes des Nations Unies. C'est des volcans près des régions habitées. Donc c'est en Europe, ça c'est l'Italie et l'Islande, mais sinon il y a tout autour du Pacifique qui est concerné par ce qu'on appelle la ceinture de feu, qui est concerné par des volcans explosifs et dangereux qui menacent des villes. Donc c'est au Mexique, c'est en Équateur, c'est au Chili, Pérou, c'est de l'autre côté Japon, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Zélande, puis dans l'océan Indien, il y a l'Indonésie. Voilà, donc il y a à peu près il y a 1500 à 1600 volcans potentiellement actifs sur les continents, dont une centaine représentent comme étant très dangereux. Et donc, surveillés nuit et jour en live par un observatoire où il y a des gens qui se relaient en permanence. Par exemple, les volcans d'Auvergne ne sont pas du tout contrôlés. Alors, les volcans d'Auvergne, ils sont multiples. Donc, on peut aussi ouvrir une parenthèse. C'est la chaîne des puits. J'y suis allé très souvent avec mes étudiants. Puis j'ai également emmené des collègues étrangers pour voir ces volcans d'Auvergne qui sont célèbres. Ils ont été décrits par Alfred Lacroix il y a déjà un siècle. En fait, il y a 17 provinces. Donc, on croit connaître les volcans d'Auvergne. Moi-même, je connais pas tout. Et chaque fois que j'y retourne, j'apprends aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a parmi les 17 provinces, deux sont plus récentes que d'autres. C'est le Vivarais en Ardèche et la chaîne des Puys près de Clermont-Ferrand, où il y a eu des éruptions il y a à peu près 8000 ans.
Le volcan métropolitain le plus récent, c'est le lac Tavin. Il a 6900 ans, ce qui est très court pour un volcan à l'échelle géologique. Donc c'est vrai que ces volcans du Massif central de la chaîne des Puys ne sont pas forcément éteints, on n'a pas assez de recul pour le savoir. Donc ils sont listés avec la liste des volcans potentiellement actifs. Pour l'instant, c'est pas d'actualité, il ne se passe rien, mais on n'a pas assez de recul. Comme il faut 50 000 ans pour être sûr qu'un volcan est éteint, et qu'on n'a que 8 000 ans, il faudra attendre 42 000 ans pour dire dans 42 000 ans s'ils sont éteints ou pas. Donc on n'a pas assez de recul. Donc c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas assez de manifestations pour qu'il y ait des gens qui soient détachés pour surveiller les volcans d'Auvergne à plein temps. Ce serait un peu du temps perdu. Mais bien évidemment, j'ai mes collègues de l'Institut de physique du globe de Clermont-Ferrand qui sont juste à côté, qui sont très compétents. Il y a plein d'appareils sur la chaîne des Puys. Et si jamais il y avait n'importe quoi qui se passait, qu'il y avait une anomalie ou un réveil, qui annoncerait peut-être un réveil, évidemment, tout le monde serait sur le coup et il y aurait bien sûr à ce moment-là les gens compétents seraient sur place pour faire ce qu'il faut. Et alors, pourquoi, enfin, il y a des volcans qui explosent et d'autres non, qui explosent pas, dont la lave coule sans finalement un danger fort? C'est dû à quoi, ça? Ben, les volcans, c'est un peu comme les gens, hein. Il y a des différents caractères, c'est ce qui fait leur charme d'ailleurs. Donc il y a des volcans qui sont plutôt, on va dire, pas dire gentils, mais plutôt pas malveillants. Donc par exemple le Kilauea à Hawaï ou le Piton de la Fournaise à La Réunion, c'est des volcans qui sont, on va dire, qui sont laviques, donc ils font des éruptions laviques, donc des coulées de lave, on dit que ce sont des éruptions rouges. A priori, les gens ont le temps de partir avant, donc en général, il n'y a pas de mort par coulée de lave, parce que les gens ont le temps de partir et ils peuvent se sauver. Donc ça, c'est, on va dire, c'est des éruptions rouges. Inversement, des éruptions qui sont très explosives, qu'on appelle les éruptions grises, qui forment des colonnes de cendres, qu'on appelle des nuées ardentes, c'est-à-dire des nuages brûlants de cendres et de blocs, qui peuvent être mortelles, qui sont très dangereuses, comme les volcans notamment de la montagne Pelée aux Antilles. Et puis il y a des volcans qui sont tantôt l'un, tantôt l'autre. Donc eux, ils sont cabotins. C'est le cas du Vésuve, c'est le cas de l'Etna, ils sont tantôt rouges, tantôt gris. Donc ils sont encore plus compliqués. Alors pourquoi? Ça dépend du type de magma. Le magma, plus il est riche en silicium, plus il est visqueux. Plus il est riche en sodium, en potassium, plus il est visqueux. Alors selon la température du magma, sa viscosité, eh ben, ça va faire des volcans qui vont soit faire du magma qui coule, en coulée de lave, soit qui se fragmentent, qui explosent et qui forment des bombes, comme ici, une bombe volcanique, celle-là vient de Madagascar, soit qui forment des cendres très fines, qui sont pulvérisées dans l'espace, qui peuvent monter jusqu'à des dizaines de kilomètres de hauteur et qui retombent au alentour, parfois seulement sur un département entier, voire sur un pays entier, en fonction du sens des vents. Donc c'est vrai que ces volcans sont complexes et donc il faut bien les connaître. Et puis il y a différents types d'éruptions, différents types de risques, différents types de volcans. Et alors certains font un peu toujours la même chose, d'autres au contraire changent de logique, changent de savoir-faire. Et on entend parler parfois des supervolcans. A-t-on une idée de la date de la dernière éruption du supervolcan, on imagine? Et sont-ils véritablement un danger pour les années qui viennent? Alors, un supervolcan, c'est un volcan qui a fait dans son passé des super éruptions. Alors, qu'est-ce qu'une super éruption? Alors, pour avoir une idée un petit peu, moi je dis souvent à mes étudiants, mes élèves, 1 km3, c'est déjà énorme. Quand un volcan fait une éruption qui libère 1 km3 de sang, par exemple, imaginez 1 km3 qui tombe sur la région parisienne, c'est un cube d'1 kilomètre de côté. Donc, si on prend un râteau, on pourrait l'étaler sur l'ensemble de l'île de France, voire même sur l'ensemble peut-être de tout le centre de la France. Donc, 1 km3, c'est déjà énorme. Une fois ou deux par siècle, il y a une éruption qui fait 10 km3. Par exemple, le Pinatubo, en 1991, aux Philippines, a fait 10 km3 de produit. Donc, 10 fois plus qu'un km3. Le Tambora en 1815, ou Santorin avant Jésus-Christ, en 1710 avant Jésus-Christ, a fait 100 km3. Donc, on avait 1, 10, 100. Et une super éruption, c'est 1000 à 10 000 fois 1 km3. Donc, on passe de 1, 10, 100, là c'est 1000 à 10 000. Alors, il y a quelques volcans connus. Alors ça, on sait que c'est vrai parce que les dépôts, on les a. Les dépôts, on voit les dépôts, on voit leur épaisseur, on voit leurs étendues. Donc, par exemple, à Yellowstone, justement, dans le Wyoming, il y a eu 3 super éruptions depuis 2 millions d'années, dont la dernière date de 640 000 ans, 630 000 ans, et qui a émis 1,3 1300 km3. Il y a eu à Toba, à Sumatra, il y a 75 000 ans, une éruption qui a fait peut-être 10 000 km3 et qui a laissé une caldeira qu'on connaît, c'est le lac Toba, qui fait 100 km de long, 30 de large. Donc ces éruptions, elles sont cataclysmales, elles sont inimaginables. Alors heureusement, c'est comme elles sont
elles demandent plus d'énergie et plus de volume, elles sont beaucoup plus rares. Donc une éruption qui est 1000 fois plus forte, elle est 1000 fois plus rare. Donc ça veut dire qu'elles sont quand même exceptionnelles. Donc ça veut dire que à l'échelle humaine, c'est un risque majeur et d'une fréquence très faible. Donc pour l'instant, on ne sait pas quoi faire. Alors les conséquences, on les connaît. Ça a été modélisé. Par exemple, si une éruption reprenait à Yellowstone, aux États-Unis, il y aurait de la cendre sur l'ensemble des États-Unis. Tout autour du volcan, ça serait une destruction totale comme avec les bombes atomiques. Toutes les voies de communication seraient coupées, les routes, les chemins de fer, les avions, les bateaux. Il y aurait tellement de cendres éjectées, d'aérosols éjectés dans l'atmosphère, que le Soleil serait un peu comme la Lune. Donc il y aurait un refroidissement de 10 degrés pour tout l'hémisphère nord. Donc l'Europe serait touchée, les ports d'Anvers et d'Hambourg seraient pris dans la glace. Ça serait une catastrophe écologique. Donc ça, il faut mieux pas y penser, on ne sait pas quoi faire pour l'instant. Donc voilà, espérons que ce sera le plus tard possible et d'ici là, on aura des solutions. Mais effectivement, c'est des choses qui sont exceptionnelles par leur force, mais également par leur fréquence, heureusement. Et en France, est-ce qu'il y a un risque volcanique métropolitain, en France métropolitaine, est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui volcanique? Alors pour l'instant, on en a parlé des volcans d'Auvergne qui sont récents, mais qui ne sont pas en mouvement pour l'instant. Donc pour l'instant, c'est pas d'actualité, il n'y a pas de risque volcanique en métropole. Par contre, bien sûr, dans nos collectivités d'outre-mer, les COM, les départements et régions d'outre-mer, les DROM, Réunion, Martinique, Guadeloupe, il y a des volcans actifs qui sont surveillés. Donc en plus pour nous Français, c'est également, par contre, c'est une chance d'avoir des volcans actifs pour apprendre aussi à les connaître. Le piton de la Fournaise dans l'île de la Réunion fait des éruptions régulières, une fois par an, parfois 2 fois par an, parfois 3 fois par an. Parfois, elle s'arrête 3 ans, mais il y en a toujours quasiment toutes les années. C'est en général des coulées de lave qui s'épanchent, qui sont canalisées par une caldeira en fer à cheval. Il peut aller jusqu'à la mer. Cette année, il y a eu une éruption qui a traversé la route nationale, qui a atteint la mer et qui a agrandi un petit peu de quelques hectares. Alors, ce volcan-là, on va dire, il n'est pas dangereux au sens humain. Il est bien sûr en milieu parce qu'il fait des dégâts, il coupe une route. Il faut faire attention, il faut quand même le surveiller, mais il ne fait pas de victimes. Bien différents sont les volcans de Martinique, la montagne Pelée en Martinique et la Soufrière en Guadeloupe, qui sont des volcans qui ont fait des nuées ardentes. La référence, c'est en Martinique, le 8 mai 1902, la montagne Pelée a fait une nuée ardente sur un nuage brûlant d'un mélange de cendres, de gaz, de blocs, de ponces, de pierres, qui déferle à 300 km à l'heure, à 300 degrés, qui détruit tout, qui a donc tout Saint-Pierre et ses environs, qui ont tué 28 habitants, en laissant seulement 2 survivants miraculés. Et la Soufrière de Guadeloupe est un peu la sœur de la montagne Pelée. Donc ces volcans-là, ils sont très surveillés par mes collègues volcanologues. Il y a un observatoire permanent sur les deux îles. Et j'ai des collègues chercheurs, volcanologues, ingénieurs, techniciens, qui se relaient en permanence au chevet de ces volcans. 24 heures sur 24, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de 1er mai, il n'y a pas de 14 juillet, il y a toujours quelqu'un pour que les Antillais puissent dormir sur les 2 oreilles. Et la dernière éruption à la montagne Pelée, c'est 1902. Il y en a eu une en 29-32 qui a pas fait de gros dégâts, mais ça fait donc déjà une centaine d'années, un siècle de passé. On sait bien que les volcans des Antilles feront tôt ou tard une éruption, et donc le challenge, bien sûr, c'est d'évacuer les gens avant. Là, on parle beaucoup donc des risques des volcans. Moi, j'aimerais qu'on se consacre un petit peu aux bénéfices. Est-ce qu'il y aurait des bénéfices qu'on ne connaît pas forcément à étudier les volcans? Oui, alors c'est important. Alors c'est un peu le thème qui avait été fait lors de la conférence que j'avais faite à Lucienne. Je crois que c'était le 18 juin dernier. C'est ça. On avait retenu comme thème les volcans et la société humaine. Donc on avait bien sûr beaucoup parlé des risques volcaniques, on en a bien en parlé jusqu'à maintenant, qui font des dégâts matériels ou humains. Il faut bien sûr hiérarchiser. Du matériel, ça peut se rembourser, ça peut s'assurer, ça peut se rattraper. L'humain, c'est perdu, c'est définitif. Donc une vie humaine n'a pas de prix. Donc il faut bien sûr le challenge, c'est qu'il y en ait zéro. Il y a des bénéfices. Il y a plein de gens qui habitent en région volcanique. Pourquoi? On va dire, si c'était si dangereux que ça, ils devraient partir. Or, on pense entre 500 et 800 millions de personnes, de terriens, qui vivent près d'un volcan. Pour quelles raisons? D'abord, les volcans forment des territoires. On a vu sur la piton La Fournaise que la Réunion a augmenté de quelques hectares grâce à l'éruption. Mais toute l'île est formée grâce au volcan. Quand on dit aux Islandais, vous n'avez pas de chance avec vos volcans parce que ils sont toujours là, les Islandais vous disent, pas de volcan, pas d'Islande. Donc, les terrains volcaniques sont source de
d'écosystèmes où s'installe la vie animale, végétale, puis humaine. Donc plein de gens vivent bien dans des régions volcaniques, que ce soit à La Réunion, que ce soit aux Antilles, que ce soit à Tahiti, que ce soit à l'île de Pâques, que ce soit aux Galapagos, Hawaï, l'île Maurice. Donc c'est des îles et qui s'agrandissent au fur et à mesure des éruptions. Et en plus, ces terrains sont fertiles. Ils sont fertiles parce qu'ils contiennent des oligo-éléments qui intéressent les végétaux. Ça peut être du phosphore, du potassium, du sodium, du magnésium, du calcium. Il y a plein d'éléments, du sélénium. Et en plus, c'est renouvelé. Donc, à chaque éruption, il y a de la cendre qui saupoudre les terrains cultivés. Alors, déjà, la première année, ça détruit les récoltes, une grosse perte. Et dès l'année suivante, c'est incorporé au champ. Et donc, ça devient utilisable, ça devient fertile. Donc, on va dire, un paysan javanais va dire, en Inde, on fait une culture de riz par an. À Java, en Indonésie, 3 cultures par an, grâce à la fertilité. Donc, le paysan javanais, il dit, certes, le volcan est tué une fois par siècle, mais il nourrit tous les jours. Donc, territoire fertile. Également, des matières premières. Tout à l'heure, on a parlé un peu, on a fait un clin d'œil sur les matières premières pour les mobiles. Mais on va dire il y a beaucoup de matériaux, de métaux nobles, or, argent, cuivre, qui sont liés à du volcanisme ancien. Au Chili, les grandes carrières d'or, d'argent et de cuivre sont liées à d'anciens volcans. Il y a en Afrique du Sud, en Rhodésie, il y a des mines de diamants qui sont liées à d'anciens volcans. Donc le volcan peut vous donner du soufre, comme ici au Kawajan en Indonésie. Voilà, donc il y a des matières premières, des matériaux qui sont donnés par les volcans, donc volcan et matières premières. Également volcan et énergie, parce que justement la géothermie qui est liée au volcanisme ou au périvolcanisme est une possibilité d'énergie, somme toute nouvelle, renouvelable, bien sûr polluante un peu quand même, on ne veut pas tout avoir, mais actuellement on va dire que l'électricité géothermique représente moins de 1% dans le monde, c'est amené à augmenter. Il y a des pays comme le Salvador ou comme le Kenya qui ont une partie significative de leur énergie électrique fournie par géothermie. Je crois qu'au Salvador c'est 25%, au Kenya c'est presque la moitié, 49%. Tu penses que ça devrait être plus présent? C'est un petit peu l'avenir de l'énergie verte? Non, faut pas se leurrer, ça va pas faire 100%. Mais si on peut passer de moins d'1% à 2, 3, 4 ou 5%, ça serait déjà énorme. Voilà, et donc c'est un peu ce qu'on peut souhaiter. Il faut être conscient que la géothermie n'a pas vocation à remplacer d'un seul coup les hydrocarbures ou bien l'énergie nucléaire, ça n'a pas assez. Mais déjà, passer de 1 à 5, ça serait déjà... Donc il y a des potentialités. Donc, ça va être possible. Et puis également, quand on parle de géothermie, on peut parler de thermalisme. Donc, c'est tout l'aspect bienfait des eaux thermales, des soins. Donc, les villes thermales sont connues. Il y en a en Auvergne, Châtel-Guyon, Saint-Nectaire, la Bourboule, le Mont d'Or. Il y en a en Italie, il y en a à différents endroits. Donc, ces eaux chaudes, ces eaux thermales qui remontent de la chaleur et des minéraux, soignent certaines maladies de la peau, de l'asthme, selon bien sûr les conseils médicaux. Et donc le thermalisme, c'est volcan et santé. Puis également les paysages volcaniques. Beaucoup de volcans sont protégés dans des espaces de parcs naturels. Beaucoup de gens souhaitent voir un volcan au moins une fois dans leur vie, en éruption ou pas. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les moyens. Financiers et physiques, ça peut être des grands-parents qui emmènent leurs enfants voir le lac Pavin, leurs petits-enfants, ça peut être de faire une expédition avec des amis au Kilimandjaro. Voilà, il y a des paysages volcaniques étonnants qui font que les gens qui ont des volcans aiment leurs volcans. Donc paradoxalement, ce qui est étonnant, c'est que les pays où il y a des volcans, les gens, les habitants aiment leurs volcans. On leur dirait, on vous prend votre volcan, ils diraient non, nous on le garde. Et ils le représentent donc sur des pins, sur des magnets, sur des cartes postales, des timbres. Voilà, c'est un peu leur fierté. Les Réunionnais sont fiers de leur fournaise. Les Antillais sont fiers de leur pelée et de leur soufrière. Les Hawaïens sont fiers de leur kiloéa. Voilà, donc c'est lié à des histoires des déesses, des dieux. Alors nous, bien sûr, Français, on a une culture gréco-romaine, c'était Vulcain, le dieu du feu, du métal, des forgerons et donc des volcans, qui avait épousé Vénus, la déesse de la beauté. Donc volcan et beauté étaient déjà associés. Voilà, donc finalement, quand on dresse tout ça, et souvent j'aime bien, lors d'une conférence, un petit peu montrer ça sous forme d'un tribunal, dont je suis le procureur, je donne les pièces du dossier, puis je dis aux gens qui nous écoutent, vous êtes les jurés, doit-on condamner l'accusé volcan?
d'autant au contraire la quitter. Et à la fin, ben, les gens disent, ben, on hésite, pourquoi pas. Oui, finalement, le volcan est peut-être plus utile que nuisible. Et puis il y a des planètes où il n'y a plus de volcans, c'est des planètes mortes. C'est vrai que Mars a eu des volcans, maintenant ils sont éteints, ils sont morts. La Lune a eu des volcans, ils sont morts aussi. Donc peut-être qu'avoir des volcans sur Terre, c'est le prix à payer pour avoir une planète qui soit encore vivante, hospitalière. Et puis on peut en marche arrière dire peut-être que les volcans ont contribué à l'origine de la vie sur Terre en libérant des gaz, donc en créant en partie l'atmosphère et en condensant en partie l'hydrosphère. Donc, bien sûr, au début, c'était des atmosphères qui étaient qu'en gaz carbonique, comme il y a actuellement sur Vénus et sur Mars. Ensuite, les végétaux se sont chargés de capter ce gaz carbonique pour libérer de l'oxygène par photosynthèse, conserver une atmosphère telle qu'on la connaît, qui est essentiellement faite d'azote, d'oxygène et un peu de gaz carbonique. Voilà, donc les volcans ont contribué, en tout cas, à l'apparition de la vie sur Terre. Et on peut dire qu'un volcan, il est ni gentil ni méchant, il est présent, il fait partie de l'écosystème. Quand un nouveau volcan se crée, il émerge, il forme une île. On a vu ça à Surtsey au sud de l'Islande, on a vu ça à différents endroits. Eh bien, et petit à petit, il va cet endroit désert va se meubler, va habiter, voir arriver des habitants. D'abord, il y aura des graines qui vont être emportées par le vent, qui vont germer. Donc, il y aura des plantes à fleurs, des fougères. Puis après, il y aura peut-être des insectes qui vont venir en volant, des oiseaux. Puis après, des mammifères, des reptiles. Puis peut-être un jour, les humains. Donc, et on y vit bien. Alors, bien sûr, selon le climat, faut pas comparer Hawaï et la Réunion où il fait chaud et humide et moins de graines germent en quelques semaines et il y a des plantes magnifiques, des vanillés, des orchidées, des fougères géantes. En Islande, par contre, où il fait froid, il y a beau avoir beaucoup d'humidité, c'est plutôt des lichens, des mousses et par contre, il faut un siècle pour recouvrir une coulée de lave d'une pellicule de lichen et qui sont très fragiles. Donc, si on marche dessus, on laisse une empreinte pour un siècle. Donc, bien sûr, c'est des sentiers balisés. On nous demande de ne pas sortir des sentiers pour ne pas abîmer cette végétation qui est fragile. Ben, écoute, j'aimerais on va conclure. Dans une dernière partie plus personnelle, qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune, parce que il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes qui sont passionnés par les volcans. C'est un sujet passionnant. Enfin, moi-même, quand j'étais jeune, je passais mes vacances dans des régions volcaniques. Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui a envie de devenir volcanologue aujourd'hui? D'abord, je l'encouragerais. Donc, garçon ou fille, c'est un métier qui est maintenant ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de différence. Bon, c'est sûr, nous sommes peu nombreux volcanologues en France. Nous sommes peut-être une vingtaine à plein temps, une centaine à temps partiel. Donc, c'est vrai qu'il y a peu de postes. Donc, je dirais à un jeune garçon ou fille motivé, je dirais, écoute, si tu as envie de faire ça, fonce, fais-le, tente ta chance. Donc, bien sûr, il faut faire un cursus scientifique. Quand on parle de volcan, on parle de viscosité, on parle de température, on parle de pression, on parle de chiffres, bien évidemment. Faire un cursus, alors, soit par l'université, soit par une grande école. Pour moi, à titre personnel, j'ai fait une école normale supérieure de Saint-Cloud qui est maintenant à Lyon, donc Normale Sup Saint-Cloud-Lyon. Et c'est un cursus, c'est 3-5-8. Donc, 3 ans après le bac, c'est 3 ans de licence. 2 ans de master, 3 et 2, 5, et 3 ans de doctorat, 8, 3, 5, 8. Et après, il faut se spécialiser en volcanologie, puis faire un stage, et puis candidater. Alors, ce que je conseille aux gens, en disant, voilà, quand on rêve de faire quelque chose, il faut savoir aussi que ça peut ne pas se produire. Il ne faut pas pour autant considérer que la vie est perdue quand on est jeune. Donc, toujours prévoir des plans B. Donc, je dis, si vous choisissez une thèse en volcanologie, essayez d'avoir plusieurs cordes à votre arc. Par exemple, si vous étudiez les eaux volcaniques, avoir une expérience en hydrologie, parce que l'analyse des eaux, ça sert toujours pour les eaux potables, pour les eaux de source. Donc, si vous connaissez les eaux thermales, vous pourrez intéresser un employeur pour faire de l'hydrologie après, quitte à revenir après en volcanologie. Ou bien, si vous étudiez des cartes satellites de volcans, ça vous fait également un savoir-faire sur l'interprétation et l'utilisation des cartes satellites en météorologie, en glaciologie, etc. Donc, toujours avoir un plan B, et quitte à défaut de rentrer par la porte, rentrer par la fenêtre. Si ça se passe tout de suite, et bien on peut partir pendant quelques années faire autre chose. Puis après, à l'occasion d'un voyage en Nouvelle-Zélande pour étudier les eaux thermales, on fait les geysers, puis on refait les volcans, puis on revient en tant que volcanologue. Donc je dis voilà, il faut tenter sa chance et bien sûr, on a besoin de volcanologues, garçons et filles, et donc c'est important qu'il y ait des jeunes qui prennent la relève aussi. Et alors ce qu'il y a de bien, je dis rassurez-vous, il y a toujours à faire. Moi, quand j'étais gamin, il y avait un grand volcanologue qui était très connu, c'est Harun Tassieff, qui était un peu mon
Avec qui t'as joué au football? Au rugby. Au rugby, pardon. Que j'ai assez bien connu, mais c'était pour lui mon grand-père. Il avait 40 ans de plus que moi. C'était un peu mon grand-père volcanologique, mais c'est vrai qu'il, je me disais, Tazef, il a tout fait. En fait, il avait tout fait à son époque. Mais 40 ans plus tard, avec les moyens nouveaux, il faut dire que Tazef, il avait ni fax, ni email, ni mobile, ni GPS. Bon voilà, donc ça semble un peu la préhistoire. Donc moi, ma génération, mes collègues et moi, on a bénéficié de plein de données nouvelles. Donc on a étudié de nouvelles éruptions comme le Mont Saint-Hélène, le Pinatubo, le Chaiten, l'Islande avec des moyens nouveaux. Et les jeunes qui nous écoutent, ben dans 40 ans, ils auront tellement progressé qu'ils diront, mais à l'époque, en 2026, à la faculté de Paris-Saclay, vous étiez des rigolos, des dinosaures. Regardez ce qu'on fait maintenant. Donc nous, si nous sommes tout modernes aujourd'hui, en 40 ans, les jeunes, ben, ils auront fait mieux, différemment, d'une autre façon. Et également, il y a des terrains vierges entiers. Par exemple, les volcans sous-marins sont très peu connus, alors qu'ils sont plus nombreux que les volcans aériens. Donc, étudier les volcans sous-marins, c'est très important parce que ça fait partie de la Terre. Mais également, les volcans sur d'autres planètes. Donc là, ici, à Paris-Saclay, l'étage où je suis, on est au 4e étage. Il y a l'équipe qui est volcanologie, planétologie. Donc la planétologie est au 4e, la volcanologie est au 1er. Donc moi, je suis également au 4e, je suis monté d'étage. Et donc, on collabore, volcanologue et planétologue, pour étudier les volcans, par exemple, de Mars comparé à ceux d'Islande. Mais également, il y a eu des volcans qui ont été découverts sur des lunes de Saturne et de Jupiter, notamment à Io, satellite de Jupiter. Donc, les jeunes qui nous écoutent, ben, peut-être que certains d'entre eux partiront sur Mars, découvrir les volcans martiens qui sont grands comme la France, ou comme 3 fois l'Everest, notamment le Mont Olympe. Donc voilà un projet passionnant. Donc voilà, je dis aux jeunes, ben, écoutez, vous avez de la chance d'être né au XXIe siècle parce qu'il va se passer des choses extraordinaires. Et si on ne trouve pas de poste en France, est-ce qu'il y a des postes ouverts de volcanologues, par exemple, aux États-Unis, dans d'autres pays? Est-ce que c'est possible de développer sa carrière ailleurs? Oui, bien sûr, c'est ce qui se passe parfois, parce qu'il y a des, alors quoi qu'il se passe en général, quand on fait nos 3-5-8 à l'université, dans tous les pays du monde, il faut après faire en général 2 ans de plus dans un pays étranger. Donc ça peut être le cas, j'ai entendu parler de Erasmus, hein, on fait des échanges entre pays d'Europe. Mais c'est vrai que voilà, j'ai plein d'étudiants qui sont partis aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, au Japon, au moins 2 ans ou 3 ans. Ils travaillent avec cette équipe-là, donc parfois ils restent sur place. Donc moi j'ai des collègues qui sont restés aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande. On rencontre des étudiants étrangers ou des stagiaires étrangers, des collègues étrangers qui viennent ici nous faire des séminaires, on apprend leur contact. C'est vrai que la science, comme la culture ou comme le sport ou comme la chanson, le spectacle, rassemble les gens. Il n'y a pas de limite entre les pays. Voilà. Moi, j'ai eu la chance d'aller de voir des collègues dans plein de pays. Et quand je vais chez eux, ben, ils me reçoivent chez eux. Et quand ils viennent à la maison, ils viennent à la maison. Donc, moi, j'ai eu beaucoup d'étudiants camerounais. Je suis allé plusieurs fois au Cameroun. J'avais un collègue camerounais qui avait mon âge, qui était un peu mon frère géologique. Je connaissais sa femme, je connaissais ses enfants. Quand il venait chez moi, ma fille le connaissait. Donc, par ma fille qui a grandi à la maison, elle a vu passer à la maison plein de gens, des Mexicains, des Turcs, des Égyptiens, des Camerounais. Donc pour elle, c'était super de voir. En plus, il les connaissait, donc elle lui faisait des petits cadeaux. Donc je crois que c'était une richesse énorme. Et effectivement, de mélanger que la science n'est pas de frontières, c'est également une chance énorme pour les jeunes qui nous écoutent. Et est-ce qu'il y a un moment dans ta vie de volcanologue qui t'a marqué, enfin en tout cas qui t'a transformé tellement de l'émotion? Oui, disons que c'est vrai que quand je suis passé du volcanologue enfant entre guillemets amateur, puis quand je suis devenu vraiment professionnel, c'était un déclic et ma chance, c'était de faire une mission au Guatemala en 1978, en novembre-décembre 1978, donc de 5 semaines, avec un collègue qui s'appelait Christian Lefebvre, qui était un peu un frère aîné pour moi. On est parti 5 semaines pour étudier 3 volcans voisins du Guatemala, donc le Pacaya, le Fuego et le Santelito. Un était Lavi, l'autre Cendreux, le 3e la Nuit Ardente. Et c'était le début de ma thèse d'État. Donc, j'ai ramené 400 kilos, donc je l'ai dit, 5 caisses de 80 kilos. On devait rentrer le 23 décembre. On avait un avion qui faisait donc Guatemala, Mexico, Mexico, Houston, Houston, Paris. Et à Houston, il y a eu un arrache pas possible. Donc, on a été dévié sur Dallas. Donc, on s'est posé à Dallas, c'est le temps de revenir. Je suis arrivé la nuit de Noël, en France. J'ai atterri la nuit de Noël en France. Et mon cadeau, c'était ma mission. J'étais passé de volcanologue amateur à professionnel. Alors, bien sûr, c'est un grand mot d'un seul coup, mais du coup, je ramenais 400 kilos de roche, début de thèse d'État. Voilà, j'avais devant moi les volcans à découvrir, c'était extraordinaire. Superbe. Et quel serait ton souhait pour la volcanologie dans les 20 ou 30 prochaines années? C'est que les jeunes fassent des découvertes sensationnelles, que
bien sûr que les volcans des autres planètes soient mieux connus, qu'on puisse y aller, qu'on puisse avoir bien sûr des images extraordinaires, on va avoir des images en 3D. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, et ben, il faut la domestiquer, qu'elle nous aide et non pas qu'elle nous envahisse, qu'elle nous surmonte. Il va y avoir des moyens possibles. Bon, un domaine qui n'est pas le mien, mais également la prévision de séisme, qui est encore balbutiante, qui est pas au point, mais peut-être avec l'IA, on va trouver des solutions nouvelles. Ça sera mes collègues sismologues qui vont faire ça. Donc, on va dire pour la science de la Terre en général, il y a plein de choses à nouvelles. C'est incontournable. Donc, les gens qui disent la géologie c'est le passé, ça sert à rien, ben voilà, j'ai prouvé le contraire. La géologie c'est incontournable, et je pense que ma vie professionnelle a été consacrée à la défense de la géologie, à la faire connaître, à la faire aimer. C'est un peu le rôle que j'ai maintenant, professeur émérite, j'ai plus de temps. Ben, mon rôle, c'est de faire aimer la géologie à ceux qui connaissent mal, comme on l'a fait ensemble à Lucienne le 18 juin dernier. Très bien. Et donc finalement, c'est qu'est-ce que tu voudrais que le public retienne de ton engagement? Oh ben moi et mes collègues, c'est quand j'ai rencontre d'anciens étudiants qui m'ont mis comme prof, qui m'ont dit c'était vraiment bien avec vous, ou quand je rencontre d'anciens qui m'ont en conférence ou à qui j'ai signé un livre. Et alors ce qui est sympa, c'est que j'ai formé contribué à former beaucoup d'enseignants d'élèves qui sont devenus enseignants de SVT, en sciences vitères, qui ont passé le CAPES sous l'agrégation, j'étais d'ailleurs dans les jurys. Et le hasard fait que 3 de mes anciens étudiants qui sont devenus profs ont eu ma fille comme élève. D'accord. Donc je dis, ce que je leur ai donné, ils n'ont pas pu me le rendre, mais ils l'ont rendu à ma fille. En tout cas, Louvre Science te remercie énormément de nous accueillir. Merci d'être venu jusqu'ici. Ah ben non, c'était un plaisir. D'avoir grimpé les 4 étages. Voilà, c'était un plaisir. Et puis, on continue à te suivre. Hein. Merci. Moi, je vais essayer de te suivre en Italie. Bon, c'est sympa. Voilà. Alors peut-être Mathieu, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Et merci pour ce bon moment. Merci à vous. Merci à vous. On se retrouve bientôt sur Louvre Science. À bientôt.